Israël voit la région comme divisée en deux. Vous savez, dans les yeux des Israéliens, il y a deux forces dans la région qui s'opposent à Israël. L'une est sunnite, l'autre est chiite. D'un côté, il y a les frères musulmans soutenus par la Turquie. De l'autre, les chiites, les mouvements de résistance soutenus par l'Iran. Et pour Israël, ces deux camps sont des ennemis. C'est en quelque sorte la recette d'une guerre sans fin, de cette guerre permanente dans la région. Cela veut dire qu'on a le sentiment que tout le monde autour de vous est un ennemi, qu'il faut se battre contre eux, qu'il faut frapper avant. En gros, la stratégie militaire israélienne, c'est d'attaquer de manière préventive. Ils le font très souvent. Et quand il s'agit du Liban ou d'autres zones en Syrie, ils frappent certaines cibles. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, par exemple en Syrie, parce que personne ne les attaque depuis la Syrie. And this is what's going on. And I don't know how much of concern is that for Washington, because in a long run, it's all about fighting the wars. And Israel, which we know that they have their limitations, they don't have that that much of capabilities. Even J.D. Vance said 2/3 of what they have coming from the United States. Then, if they start something, the United States has to fight. Et Israël finira par reculer, comme on l'a vu avec l'Iran. Ils ont commencé la guerre, mais sa poursuite, c'était entre l'Iran et les États-Unis. Israël, lui, était déjà très impliqué dans le dossier du Liban. Et à mon avis, ce sera la même chose s'il lance quelque chose contre, par exemple, la Turquie ou d'autres acteurs de la région. Eh bien, je pense que démêler tout ça va prendre un certain temps. Israël est vraiment un État sociopathe. Il n'a aucune empathie, aucune compréhension pour les autres peuples d'Asie de l'Ouest. Et la raison, c'est qu'il s'est construit autour de la mémoire de la Shoah en Europe. Il a été créé comme une patrie pour les Juifs européens. Les Européens étaient contents de se débarrasser des Juifs. Ils se sentaient coupables d'avoir toléré l'Holocauste nazi-allemand. En réalité, l'antisémitisme était très répandu en Europe et beaucoup de Juifs, en France par exemple, ont été arrêtés volontairement par des Français et livrés aux nazis. Donc les Européens se sentent coupables. Ils étaient heureux de se débarrasser de leur population juive. Et s'ils avaient pu, ils auraient sans doute renvoyé les Roms, les Tziganes, en Inde, là d'où ils viennent. Enfin, je veux dire, le colonialisme européen était profondément raciste, et Israël a été fondé sur cette base. Et la Shoah a donné aux Juifs européens une très mauvaise leçon, ou plutôt deux. La première, c'est que tout le monde veut vous tuer. Et la deuxième, c'est que personne n'est votre ami ou que personne ne viendra vous aider. Donc il faut faire ce qu'ils appellent se lever et frapper le premier. L'attaque préventive devient alors le seul moyen d'assurer sa survie. Et bien sûr, Israël veut la sécurité pour son peuple, qui comprend aujourd'hui aussi les Juifs arabes, les Mizrahim, qui ont été forcés de venir en Israël à cause des réactions dans la région après la création de l'État. Eux, ils sont vraiment innocents. Et rappelons-nous que contrairement au mythe que Donald Trump répète sans cesse et que beaucoup d'Israéliens reprennent, il y avait la paix au Moyen-Orient sous les Ottomans. Les différentes communautés vivaient ensemble. Il y a un excellent roman que Louis de Bernières évoque dans un livre intitulé « Les oiseaux sans ailes ». Il y raconte l'effondrement d'un ordre social où Grecs, Arméniens, Turcs et d'autres vivaient paisiblement ensemble à l'époque ottomane. Son effondrement, le génocide arménien et tout ce qui en a découlé. Mais vous savez, il faut se souvenir que les Juifs arabes sont innocents. Ils ont été entraînés dans cette politique psychotique qu'Israël mène, une politique qui le pousse à voir tout le monde comme un ennemi. Et vous savez, ce n'est pas comme si cette perception d'hostilité s'était arrêtée en Asie de l'Ouest. Les Israéliens considèrent aussi les Européens comme des ennemis potentiels.
Et d'une certaine manière, on peut comprendre pourquoi. Les Européens ont tué beaucoup d'entre eux, beaucoup de leurs ancêtres. Alors on se retrouve avec une population traumatisée, dans un pays qui se comporte de façon sociopathique envers ses voisins. Et je voudrais conclure en disant que ce que la Turquie et l'Iran ont en commun, ce n'est pas leur héritage musulman respectif, mais le fait qu'Israël les considère comme des ennemis et cherche à les soumettre. Cela donne donc aux Iraniens et aux Turcs un intérêt commun qu'ils n'auraient pas autrement. Je pense qu'Israël, par ses actions, est en train d'unir toute la région, l'Iran, la Turquie, la Syrie et d'autres encore, contre lui. Je crois que Henry Kissinger a dit un jour, même les paranoïaques ont des ennemis. Et j'ajouterais que les paranoïaques sont particulièrement doués pour s'en faire. Parce que si vous traitez les autres comme des ennemis, ils finiront par vous voir comme tels. Et c'est exactement là qu'en est Israël. Et je ne pense pas que ce soit une recette pour assurer la survie de l'État d'Israël. J'ai lu récemment un article dans Haaretz, un grand journal israélien, remarquable par son honnêteté et son courage. Il parlait d'Ehud Barak, que j'ai rencontré à l'époque où j'étais secrétaire adjoint à la Défense. C'est un homme très brillant. Et lui, depuis longtemps, il dit clairement, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas vivre dans un système d'apartheid. On ne peut pas entretenir l'hostilité avec tous nos voisins. Il faut faire la paix. Un jour, il m'a donné une comparaison qui m'a marqué, celle de l'Espagne musulmane. Vous savez, les Arabes sont arrivés en Espagne vers 712 après Jésus-Christ et ils y ont établi toute une série d'émirats, de petits royaumes. Ils sont restés là pendant environ 800 ans, jusqu'en 1492. Et pendant toute cette période, ils n'ont jamais fait la paix avec les petits royaumes chrétiens à leurs frontières. Ils les ont traités avec mépris, avec une forme de dédain racial en quelque sorte. Et au final, ça leur a été fatal. Des Israéliens plus lucides ont toujours soutenu, et j'en connais plusieurs, que le moment de faire la paix, c'est quand on est fort et qu'on bénéficie d'un solide soutien international. Aujourd'hui, Israël est profondément affaibli, à l'intérieur, par les divisions, militairement, par les destructions causées par les missiles et les drones iraniens, et politiquement, parce qu'il a brûlé ses ponts avec ses anciens alliés. Son soutien aux États-Unis, qui était le dernier bastion, est en train de s'évaporer à mesure qu'on parle. Il se pourrait donc qu'il soit trop tard pour qu'Israël fasse la paix, même s'il décidait enfin de le vouloir. Jusqu'à présent, ce qu'il a appelé la paix, c'est en réalité la pacification, autrement dit, la soumission, l'expulsion, le meurtre ou le génocide de tous ceux qui s'y opposent, y compris les Iraniens et les Turcs. Bien sûr, il existe des différends précis entre Israël et la Turquie, liés à leurs positions respectives en Syrie, à leurs relations avec les Kurdes, à la sympathie turque pour la population de Gaza qui souffre et à d'autres questions. Mais au fond, le problème, c'est l'agressivité et l'hostilité d'Israël envers tous ceux qui ne sont pas israéliens. Pensez-vous qu'avec ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis, beaucoup diraient qu'AIPAC est peut-être en train de s'affaiblir à cause de ce qui s'est passé à New York, par exemple? On a le cas de New York. Et on a aussi celui de Thomas Massie, où AIPAC s'est opposé à lui pendant la primaire et l'a battu en dépensant plus de 40 millions de dollars. C'était énorme pour une primaire. Mais à New York, ils ont été battus. Et c'est un événement majeur. C'est quelque chose qui, pour beaucoup d'Américains, montre que le système est devenu, disons, trop favorable à Israël. Donc, on ne peut pas s'attendre à un vrai changement tout de suite. Mais on voit bien que l'opinion publique aux États-Unis commence à évoluer
Et ça se remarque avec ces nouvelles primaires à New York et ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui devrait inquiéter les Israéliens. Parce qu'à long terme, ils voient bien que ce changement finit par atteindre les responsables politiques. Il est même possible que le prochain président des États-Unis fasse partie de ces gens qui comprennent ce qui se passe, disons, pour la prochaine décennie. Eh bien, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment inquiets. Et ça se voit. On peut même le mesurer à la somme d'argent que le ministère des Affaires stratégiques, celui qui s'occupe de la Hasbara, la propagande d'auto-justification d'Israël, consacre à tout ça. Ils injectent des sommes énormes dans la propagande, mais ça ne marche pas. Non, à mon avis, le résultat le plus révélateur des dernières primaires, c'est l'élection d'une avocate née en Éthiopie, une femme du Colorado. Une très belle femme, comme beaucoup de femmes éthiopiennes. Mais ce n'est pas ça qui explique sa victoire. Elle a gagné parce qu'elle avait été renvoyée de son cabinet d'avocats pour avoir soutenu les droits des Palestiniens. Et il y avait dans l'électorat un élan suffisant pour que malgré les sommes colossales investies par l'AIPAC et d'autres organisations alliées, des groupes de propagande sionistes, elle l'emporte avec une nette avance. Donc je pense que ce n'est pas seulement à New York. J'ai remarqué qu'à Los Angeles aussi, il y a eu une surprise. Et vous savez, je pense que plusieurs choses sont en train de se rejoindre. On verra, lors des élections de mi-mandat, si tout cela est aussi réel que ça en a l'air. Mais on voit une vraie colère face à l'indifférence de l'élite politique américaine, au fait qu'elle a été achetée par le lobby sioniste, qu'elle est corrompue par ce lobby, qu'elle n'écoute pas les valeurs, ne suit pas les valeurs des Américains ordinaires, et qu'elle refuse de condamner Israël et ses actes malveillants, ses actions néfastes dans des endroits comme Gaza, la Cisjordanie ou le Liban, ou même la Syrie. Même si, pour être honnête, la plupart des Américains ne sont pas vraiment conscients de ce qu'Israël y fait. Donc il y a ça, mais il y a aussi une vague immense, un véritable raz de marée de colère contre la corruption générale de la politique, contre la coupure entre l'élite et le peuple, contre l'incapacité du Congrès à accomplir quoi que ce soit, et contre la tyrannie grandissante de la Cour suprême, qui prend des décisions pour le moins étranges et que la plupart des juristes rejettent. Et bien sûr, il y a le comportement complètement étrange de Donald Trump, totalement incohérent, qui s'imagine toutes sortes de choses. Franchement, l'un des aspects les plus absurdes de ce qui se passe en ce moment, à mon avis, c'est la polémique autour du bassin réfléchissant du National Mall. Vous savez, si on met une couleur sombre au fond d'un bassin peu profond, vous êtes ingénieur, vous le savez, eh bien, l'eau chauffe parce que le soleil est absorbé par la matière sombre, puis renvoyé dans l'eau et ensuite dans l'air. Et là, on crée un environnement parfait pour la prolifération des algues. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Et maintenant, on entend dire que l'échec de ce projet ne viendrait pas d'un problème de conception, mais d'actes de vandalisme. C'était du vandalisme. Et il y a un champion olympique qui a été arrêté et inculpé pour un acte de vandalisme imaginaire. Vous savez, ce genre de situation pousse les petits garçons à dire « dis à l'empereur qu'il n'a pas de vêtements ». Il peut bien les imaginer, mais il n'en a pas. Et l'ironie est d'autant plus forte que, bien sûr, Donald Trump nie la réalité du changement climatique. Il a tout fait pour démanteler les parcs éoliens, en payant même les entreprises pour démonter ce qu'elles avaient installé, alors que cela aurait pu fournir de l'électricité aux communautés côtières et à d'autres régions. Il a sabordé les efforts visant à améliorer l'efficacité énergétique des voitures. Il a suivi l'interdiction absurde de l'administration Biden sur les importations de véhicules électriques ou de technologies venues de Chine. Et pourtant, il se présente comme un champion. Il s'est retiré des accords de Paris
Il défend le charbon et les autres énergies fossiles. Creuse, fort, vas-y, fort encore. Coal and other fossil fuels, dig baby, drill baby, drill. And here we have the climate. Et voilà, on voit le climat tel qu'il est vraiment, la réalité du climat. Ça veut dire que la plupart des Américains n'osent même plus sortir le 4 juillet. Il y aura des morts sur le mall de Washington à cause de la chaleur et de l'humidité. La nature est toujours là, et elle n'est pas contente de Donald Trump. Et donc, oui, on voit une montée en puissance. Ici, vous parlez de Ramdhani et d'autres à New York. Ce sont les socialistes démocrates d'Amérique. C'est aussi le cas de Metem Kiros au Colorado, la femme éthiopienne dont j'ai parlé. Mais à droite, parce que ça, c'est à gauche, à droite, on retrouve la même dynamique. En fait, le système politique américain est en train de se déliter à cause de l'abstraction totale de Donald Trump et de son administration vis-à-vis de la réalité. On ne peut pas vivre dans le déni indéfiniment, comme le montre bien la vengeance du changement climatique avec la vague de chaleur qu'on subit en ce moment. With the heat wave that we're experiencing illustrates. Yeah. He doesn't call them socialists. Oui, il ne les appelle pas des socialistes. Il dit que ce sont des communistes. Et ça, c'est, vous savez, l'un des plus grands problèmes pour les États-Unis, si ce n'est le plus grand. Et c'est la perception d'une partie de... Mais ça ne change pas, monsieur l'ambassadeur, la réalité au sein du Parti démocrate. Je pense qu'avec le temps, on va voir des gens comme Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, être mis de côté à cause du mouvement qui est en train de se produire à l'intérieur du Parti démocrate. Exactly, the people who are being elected in the primaries. Exactement. Les personnes élues lors des primaires refusent clairement de s'engager à soutenir la direction actuelle du Parti démocrate, en particulier Schumer et Jeffries. Et il y a dans le pays un sentiment général de dégoût envers les politiciens professionnels. Ça se voit dans l'attitude du public vis-à-vis du Congrès. Le Congrès n'a jamais eu un niveau d'approbation aussi bas qu'aujourd'hui, et c'est compréhensible. En gros, il fonctionne comme une simple chambre d'enregistrement. D'ailleurs, j'ai passé un certain temps en Chine, et l'Assemblée nationale populaire, qu'on décrit souvent comme une assemblée docile, a en réalité des débats plus vifs sur les questions de fond que notre Congrès en ce moment. Vous savez, c'est peut-être moins tolérant envers les comportements indépendants, comme celui de Thomas Massie, mais au moins on y débat des sujets sérieusement et on y fait de la politique. Les États-Unis sont tombés bien bas. Et cette année, c'est le 250e anniversaire de notre indépendance. Mais ce n'est pas le 250e anniversaire de la Révolution. La véritable Révolution a eu lieu en 1787. 21 ans plus tard, avec l'adoption de la Constitution et de la Déclaration des droits. Et aujourd'hui, cette révolution est en train d'être défaite par la Cour suprême, qui invente toutes sortes de choses qu'elle prétend être d'origine, mais qui ne le sont pas. Par le Congrès, qui refuse de se lever et d'assumer ses responsabilités. Et par le président, qui se berce d'illusions et mène une politique illusoire. Hallucinatory policy.